Les élections. Nous allons maintenant voir la procédure à mettre en place pour pouvoir organiser des élections du CSE. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, le CSE devait être en place au plus tard au 1er janvier 2020. Les élections ont lieu tous les combien? Elles ont lieu tous les 4 ans en général. Il est à noter qu'un accord d'entreprise peut abaisser cette périodicité à 2 ou à 3 ans. Toutefois, à ma connaissance, peu d'entreprises ont choisi de l'abaisser. Il faut savoir qu'avant, les élections professionnelles, c'était tous les 2 ans. Lorsque c'est passé à tous les 4 ans, il y a vraiment eu un ouf de soulagement de la part de nombreuses entreprises, mais également de nombreux syndicats, parce que des élections, c'est quelque chose de particulièrement lourd à gérer. Nous allons voir tout ça. Petite remarque, une personne ne peut pas cumuler plus de 3 mandats de membres du CSE, sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés, ou bien évidemment s'il y a un accord d'entreprise contraire. Nous allons également parler des élections partielles. En effet, il arrive que, suite à des départs de salariés ou tout simplement à des démissions de mandats, un collège ne soit plus suffisamment représenté, voire n'ait plus de membres du tout. Donc, plus de membres titulaires, mais plus de membres suppléants non plus. Donc dans ces cas-là, il va falloir mettre en place des élections partielles. Ça va être le cas si un collège électoral n'est plus représenté du tout, ou si le nombre de membres titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si cela se passe moins de 6 mois avant les prochaines élections, auquel cas on attendra les prochaines élections. La nature des scrutins des membres du CSE. Comment est-ce que l'élection des membres du CSE va-t-elle se passer? Eh bien, elle va suivre les règles des scrutins de liste à 2 tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Nous vous expliquerons tout ça un petit peu plus tard. La liste des candidats, qui comporte plusieurs candidats, doivent respecter, au sein de chaque collège, des proportions respectives de femmes et d'hommes par rapport aux listes électorales. Alors, pour faire très très court, vous avez une proportion de 80% d'hommes, 20% de femmes dans vos effectifs, comme ça arrive dans des entreprises industrielles par exemple. Eh bien, ça veut dire que sur vos listes électorales, si vous avez une liste avec 10 personnes, vous devrez avoir 2 femmes et 8 hommes, tout simplement. L'organisation des élections en elle-même. Alors, il faut savoir que l'employeur est responsable de l'organisation et du déroulement de l'élection, selon des modalités mises en place dans l'accord, effectivement, de mise en place du CSE, s'il y en a eu un, et généralement, il y en a un. Puis, effectivement, dans le protocole d'accord préélectoral. L'annonce des élections doit automatiquement être annoncée par voie d'affichage. Il ne s'agit pas de dire « Ah, je n'ai pas de candidat, je ne fais rien ». Non. Même si vous avez fait le tour de vos employés et que vous savez qu'il n'y aura pas de candidat, vous êtes quand même tenu d'annoncer les élections et de faire un appel de candidature par voie d'affichage. C'est extrêmement important parce que beaucoup d'entreprises ne jugent pas utile de le faire, donc sont totalement hors la loi. Donc il doit toujours avoir un affichage dans les 90 jours qui vont précéder le premier tour. À noter qu'un accord de mise en place du CSE n'est pas obligatoire, mais très fortement conseillé, pour toutes les raisons que nous avons évoquées précédemment. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec les modalités de vote. L'élection a lieu au scrutin secret, sous enveloppe fermée ou encore par vote électronique. Le vote par correspondance est autorisé. Le vote par procuration ne l'est pas. Alors oui, on peut recourir à un vote électronique. Attention, bien évidemment, il faudra qu'il y ait eu un accord d'entreprise, un accord de groupe. Toutefois, à défaut d'accord, l'employeur peut décider unilatéralement d'y recourir. Très clairement, le vote électronique est surtout intéressant dans les entreprises dont les salariés sont très éparpillés. C'est-à-dire, la grosse lourdeur administrative des élections, c'est le vote par correspondance. Si tous vos salariés sont présents, ou on va dire 90% de vos salariés sont présents, le vote électronique n'a peut-être pas franchement d'utilité. Par contre, si vous êtes dans une entreprise avec beaucoup de commerciaux par exemple, qui sont éparpillés dans toute la France, où vous avez un nombre important de votes par correspondance, il est fortement conseillé de passer au vote électronique, car celui-ci est beaucoup plus simple à gérer que le vote par correspondance en lui-même. Comment ça se passe? Concrètement, au premier tour, règle numéro 1,
la plus importante, seules les organisations syndicales représentatives existantes dans l'entreprise, donc il faut qu'elles soient représentatives au sein de l'entreprise, ont le droit de présenter des candidats. Les autres n'ont pas le droit et les candidatures libres sont exclues. À la fin de ce premier tour, on ne peut tenir compte des résultats obtenus seulement si le quorum a été atteint. C'est-à-dire qu'il faut que le nombre de suffrages valablement exprimés, hors blanc, hors nul, soit au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. Imaginons nous avons 100 électeurs inscrits, il faut avoir au moins 50 suffrages valablement exprimés. Si le quorum n'est pas atteint, que se passe-t-il? On va procéder dans les 15 jours à un second tour. Vous allez maintenant me demander, mais oui, mais attendez, c'est quoi une organisation syndicale représentative? Rappelez-vous, nous avons vu dans un chapitre précédent que certaines organisations syndicales étaient représentatives au sein de l'État, au niveau national. CGT, FO, CFDT, CFDTC et CFE-CGC. Mais également, nous allons voir que certaines représentations syndicales vont être représentatives au niveau de l'entreprise. Pour ce faire, il faut qu'elles aient obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors de la précédente élection. Donc voilà pour le premier tour. À la fin du premier tour, si jamais les candidats ont été élus, on s'arrête là. Si par contre le quorum n'a pas été atteint ou il n'y a pas eu assez de candidats, donc tous les postes n'ont pas été pourvus, dans ces cas-là, il y aura un deuxième tour. La grande spécificité du second tour, c'est que tout le monde peut se présenter, y compris les candidats libres, y compris les représentations syndicales non représentatives. Aucun quorum n'est exigé, c'est-à-dire que forcément, il y aura un gagnant à la fin. Si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire il y aura forcément quelqu'un d'élu. Sauf si effectivement, il y a une carence en candidats. Voilà. Petite remarque, il y aura des votes séparés pour les titulaires et pour les suppléants, et ce pour chacun des collèges. Vous allez me demander, mais c'est quoi les collèges? Pas de souci, nous allons voir ça un petit peu plus loin. Nous allons maintenant parler des électeurs. Qui peut être électeur? Les électeurs. Nous allons maintenant voir que toutes les catégories du personnel ne votent pas toujours ensemble. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Si l'entreprise a moins de 25 salariés, il y aura un seul et unique collège, un collège unique. Tout le monde va voter pour ce seul et unique collège. Si l'entreprise a plus de 25 salariés, il y aura deux collèges distincts. Le premier va regrouper les ouvriers et les employés, le second, les agents de maîtrise, les techniciens, les ingénieurs, les cadres, mais également les VRP. Par contre, dès l'instant où l'entreprise a au moins 25 cadres, ou 25 VRP d'ailleurs, il doit y avoir obligatoirement 3 collèges, dont un qui va être uniquement réservé au vote des cadres. C'est-à-dire on va avoir un collège ouvrier employé, un collège agent de maîtrise et technicien et un collège cadre. À noter qu'il est possible de modifier le nombre de collèges par accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives, bien évidemment. Maintenant, quelles sont les caractéristiques exigées pour être électeur au sein de l'entreprise? Tout d'abord, bien évidemment, il faut être salarié de l'entreprise. Ça veut dire que les stagiaires ne votent pas, par exemple. Les intérimaires non plus d'ailleurs. Par contre, les intérimaires, ils vont voter pour les élections de l'agence d'intérim dont ils font partie, par exemple. Il faut avoir 16 ans accomplis à la date du premier tour du scrutin. C'est-à-dire que les apprentis, par exemple, les apprentis qui ont au moins 16 ans vont voter. Il faut avoir travaillé au moins 3 mois dans l'entreprise. Et enfin, il faut avoir la capacité électorale, c'est-à-dire n'avoir encouru aucune condamnation privative du droit de vote. Attention, donc bien faire attention à ce dernier point. Point qui n'est pas toujours facile à vérifier, comme vous pouvez vous en douter. C'est pourquoi, pour éviter toute problématique, certaines entreprises demandent tout simplement à leurs salariés de présenter leur carte électorale pour pouvoir voter, pour vérifier justement ce dernier point. Maintenant, que faut-il faire pour être éligible? Déjà, il faut être électeur, c'est-à-dire remplir toutes les conditions qu'on a vues au-dessus. Il faut avoir 18 ans accomplis à la date du premier tour. C'est-à-dire qu'entre 16 et 18 ans, on peut voter, mais on ne peut pas se présenter. Il faut avoir travaillé de façon ininterrompue dans l'entreprise depuis au moins 1 an. Et enfin,
Dernier point qui pourrait prêter à sourire, mais qui se comprend finalement. On ne peut pas être un proche parent de l'employeur. Par proche parent, on entend le conjoint, le père, la mère, l'enfant, le petit-enfant, le frère, la sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille et beaux-parents. Voilà, pour éviter je suppose, toute collusion. Voilà. Je vous laisse maintenant regarder ci-dessous un exemple de procédure d'élection des membres du CSE.